Mes amis, bon retour sur Everisme TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être vraiment importante, qui va concerner un thème très délicat de nos jours surtout, qui est le thème du cancer. Et avant toute chose, je voulais déjà remercier et accueillir tous les nouveaux sur Verisme TV qui sont abonnés depuis peu de temps. Vous êtes vraiment nombreuses et nombreux à nous rejoindre dans cette belle aventure de la découverte de la physiologie, de l'anatomie, de tout ce qui compose notre santé. Verisme TV, c'est avant tout expliquer avec des mots simples des concepts qui peuvent parfois paraître complexes dans le monde de la santé. Tout ce qui touche à notre corps, à notre évolution aussi, à nos interactions sociales et à finalement toutes nos habitudes et tous nos actes, comment on peut être acteur de sa vie. Je pense que vraiment ça passe par la compréhension des processus biochimiques, des processus physiologiques du corps. Et donc dans Verisme TV, vous verrez surtout des vidéos qui sont très factuelles, qui vous expliquent comment fonctionne le système immunitaire, le système hormonal, le système nerveux, afin qu'on ait une cartographie, une compréhension globale des différents processus du corps et qu'on puisse, chacun à notre niveau, faire les bons choix au quotidien, que ce soit au niveau du rythme de vie, de l'alimentation, de nos activités, etc. Donc sur Verisme TV, j'aborde très rarement les pathologies, les dérèglements, les maladies, voilà, quand ça marche pas comme on vous voudrait. Parce que pour moi, c'est pas très intéressant. Là, c'est vraiment la catégorie de choses qui sont à traiter de manière très individuelle. Les conseils, c'est ce que je fais. Je suis naturopathe, je suis coach, j'accompagne les gens, j'aide les gens dans les stages que je fais, dans les formations, à travers les coachings, voilà, à travers tout ce que je fais en ligne également. Et distribuer comme ça des conseils sur YouTube, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et donc aujourd'hui, on va casser un petit peu la règle, comme on a cassé un petit peu la règle avec la fois où j'ai traité la dépression en 2 vidéos. Parce qu'on va parler évidemment de ce qu'on considère être comme une maladie, une pathologie, le cancer, mais d'une manière, d'une certaine philosophie qui va nous amener à une conclusion très proche de la philosophie de la naturopathie, c'est-à-dire, naturopathie, ça vient des 2 termes anglais, nature et path, qui veut dire la voie de la nature. La philosophie derrière la naturopathie, c'est si on place l'organisme, l'être humain entre autres, dans son cadre naturel, il y a peu ou pas de chances pour que ça dérégule. Et il y a de très grandes chances pour que les pathologies, les dérèglements qui sont apparus disparaissent si on le remet dans son environnement naturel. Et ce que je vais vous exposer là, ça arrive plus ou moins à la même conclusion. Alors, qui est-ce qui amène cette réflexion? C'est Paul Davies. Alors, Paul Davies, c'est un physicien de l'université d'Arizona qui est connu et reconnu dans son domaine, le domaine de la physique, donc pas du tout le domaine de la biologie. C'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, brillant, salué par tous ses pairs. Il a même un astéroïde, une ou un, je ne sais plus, astéroïde nommé après lui. Donc c'est quelqu'un voilà, qui fait figure vraiment de référence dans son domaine. Et un jour, il reçoit le coup de téléphone du boss de l'Institut de recherche contre le cancer aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu alternatif, c'est pas une théorie sortie d'un chapeau, il peut pas être connoté du genre ouais mais lui c'est pas un vrai scientifique, etc. L'Institut du cancer l'appelle, lui avoue le constat d'échec qui est vraiment que tout le monde peut faire, c'est-à-dire on ne sait pas traiter le cancer, hein, on n'y arrive pas. On met 5 milliards depuis Nixon. Les États-Unis en tout cas investissent 5 milliards de dollars par an pour la recherche contre le cancer. Et force est de constater qu'on n'y arrive pas. Hein. Les taux de survie sont ridicules, il y a très peu de progrès.
Et j'en parle d'autant plus avec je veux dire, du détachement par rapport à ça, que j'ai perdu mon père d'une leucémie. Il y a des gens dans ma famille et dans mes proches qui ont des cancers. Quand on a accompagné donc mon père, ça a été plusieurs années de chambre stérile, chimiothérapie, greffe de moelle osseuse, greffe de cellules souches. On a connu avec ma famille tout le côté émotionnel et extrêmement dur du cancer. Donc, je n'aborde pas le sujet sans savoir qu'il y a toute une connotation très émotionnelle et à quel point c'est dur d'en parler. Donc, je n'aborde pas ce sujet-là d'une manière vraiment hautaine et ni quoi que ce soit. Soyez-en sûrs. Donc, Paul Davis reçoit le coup de téléphone du patron de l'Institut du cancer et lui dit: voilà, vous avez l'air d'être un type brillant qui trouve des solutions dans votre domaine. Est-ce que vous ne pourriez pas vous pencher sur le domaine, le sujet du cancer? Parce que nous, on n'y arrive pas. Et donc, tous les biologistes, d'habitude, on fait appel aux biologistes. Maintenant, on fait appel à vous, qui êtes un physicien. Paul Davis, il dit OK. Il a ouvert 12 centres aux États-Unis. Il a rassemblé énormément de données. Il est reparti de zéro, de balbutiement, explorer ce monde du cancer avec un œil neuf. Et il s'est dit, qu'est-ce que c'est? Le cancer, c'est considéré comme une anomalie, plus ou moins. On pense que c'est une dérégulation complète de l'organisme qui pète un câble et les cellules se mettent à proliférer de manière vraiment incontrôlée. On pense généralement que ça touche que l'humain et de manière moderne, pas du tout. Ils sont remontés dans le temps et ils ont pu voir que même au niveau bactérien, il y a des millions et des millions d'années, il y avait des formes de cancer qui pouvaient se proliférer. Mais de nos jours aussi, on peut voir que chez les animaux, les chevaux, les rats, les chats, il y a des formes de cancer qui peuvent apparaître. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est moderne et que nous on a créé il y a peu de temps. Et qu'est-ce qu'on en sait du cancer? On en sait peu de choses, ça c'est clair, on n'arrive pas à le guérir, ok, mais est-ce qu'on a quelques informations par rapport à comment on le repère et comment on le reconnaît? Eh bien oui, généralement, il y a deux choses, il y a les métastases et la colonisation, c'est-à-dire les métastases, le fait qu'une cellule ne joue plus le jeu de l'évolution, ne meurt plus, se développe et se réplique de manière incontrôlée et incontrôlable. Et donc se dédouble, ce qui fait des grosseurs, des tumeurs, et c'est ce qu'on appelle les métastases. Et puis après, il y a la colonisation, il y a le fait que cette cellule qui se développe de manière incontrôlée aille voir ailleurs. Elle a commencé par exemple dans le foie, comme je vous l'ai dessiné ici, elle se développe en métastase, et puis après elle va voir dans les reins, elle colonise d'autres endroits, elle va voir dans les poumons, et elle fait la même chose. Ça, c'est les aspects qu'on connaît du cancer. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? C'est qu'il y a des marqueurs qui sont, comme c'est écrit ici, que l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort programmée des cellules. Comme je vous l'ai dit, normalement, une cellule, elle se divise une cinquantaine de fois, 70 fois pour les cellules de la peau, par exemple. Et puis après, elle meurt. Normalement, il y a une mort programmée de chaque cellule. Ben ça, ce gène de l'apoptose, il est mis sur off. C'est-à-dire que tout d'un coup, la cellule est immortelle. Et elle se réplique comme ça, elle se duplique. Les gènes tueurs de tumeurs sont aussi mis sur off. Les gènes, je vais en revenir après, mais vous savez, les gènes, c'est ce qui est à l'intérieur des cellules, dans le noyau des cellules, c'est ce qu'on appelle plus communément l'ADN. Eh bien, ces gènes, il faut qu'ils soient soit exprimés, soit mis sur off. Soit un gène s'exprime, soit il ne s'exprime pas. C'est comme si vous aviez plein de recettes de cuisine. Eh bien, aujourd'hui, vous exprimez la recette de cuisine du gâteau au chocolat, vous faites un gâteau au chocolat. Mais vous avez aussi la recette du gâteau aux pommes. Mais vous ne l'exprimez pas, donc vous ne faites pas ce gâteau-là. D'accord? C'est exactement comme ça pour les gènes. On en a à peu près 20 000. Et donc, les gènes, dans la configuration du cancer, le gène tueur de tumeur est mis sur off. Ok? Dans chaque cellule. La fermentation, c'est-à-dire que privées d'oxygène, les cellules vont switcher de fonctionnement et vont se mettre à fermenter les sucres. C'est-à-dire qu'elles vont plus avoir besoin d'oxygène, comme les bactéries, d'une certaine manière, comme certains types de bactéries.
et vont utiliser le processus de fermentation des sucres. C'est pour ça qu'on dit que les cellules cancéreuses vivent sur le sucre. Et c'est pour ça que la mode du régime cétogène, donc le régime tourné essentiellement vers les lipides, le gras, a tout de suite trouvé un écho dans l'accompagnement du cancer et a eu des bons résultats. C'est-à-dire on a privé les gens de sucre. Donc on a affamé les cellules cancéreuses. Donc elles trouvent un moyen, ces cellules-là, de se priver, de ne pas avoir d'oxygène et de développer une certaine forme de survie par la fermentation. Si vous ne donnez pas assez d'oxygène à vos cellules, c'est peut-être une raison, hein, c'est peut-être un facteur qui va aider à l'apparition du cancer. Et là, on fait des liens avec les techniques de respiration, l'importance de bien respirer, dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne. Et puis, le fait que le système immunitaire soit éteint, immunosuppression. C'est-à-dire, le système immunitaire, c'est tous nos gendarmes et nos globules blancs qui sont là pour faire le ménage, tuer les intrus, réparer s'il y a besoin de réparer. Et bien, ce système immunitaire, il est court-circuité. On arrive à se camoufler, les cellules cancéreuses arrivent à passer outre la police. C'est ça qui est important à retenir. Et quand on regarde tout ça, c'est bizarre, parce que le cancer, il est connoté de manière très hasardeuse. C'est-à-dire, on ne comprend pas comment, on ne comprend pas pourquoi, ça arrive, tous ces phénomènes-là arrivent chez les gens qui contractent le cancer, et on se dit, la cause, elle est difficile à comprendre, on ne sait pas pourquoi, ils développent le cancer, mais pourtant, tous les marqueurs sont toujours les mêmes, et se développent de manière fulgurante, très rapide. Alors réfléchissez un petit peu. Si vous étudiez un phénomène dans le monde qui est par exemple les incendies, et les incendies dans les immeubles, ok ? On imagine ce cas de figure-là. Vous étudiez les incendies dans les immeubles et vous prenez une base de données où il y a eu 10 000 cas d'incendies dans des immeubles. Vous en avez 10 000 à travers le monde. Et que vous observez le fait suivant, à chaque fois qu'il y a eu un incendie, toutes les personnes présentes dans l'immeuble sont sorties par la deuxième fenêtre en partant de la gauche du deuxième étage de l'immeuble. Toutes les personnes, dès qu'il y a eu l'alarme incendie, elles ont fait ça les 10 000 fois, dans les 10 000 cas différents d'incendie. Vous allez vous dire, non mais c'est pas possible. On les a mis au courant, on leur a appris comment échapper à un incendie, il y a une règle de base, il y a un code quoi. Il y a un code qui leur a été donné avant qu'il y ait un incendie, ils se sont entraînés, on leur a dit, si jamais il y a un incendie, il faut que vous sortiez par la deuxième fenêtre du deuxième étage. Vous avez forcément pensé ça. Ben, c'est exactement pareil là. C'est pas du tout hasardeux tout ça. Il y a quelque chose de sous-jacent, parce que ça respecte toujours cette règle-là, le cancer. Et donc, Paul Davies, il se dit, mais où est-ce qu'est écrit cette règle? Où est-ce qu'on le retrouve? Eh bien, on retrouve ça dans les gènes. En fait, ça, là, cette marche à suivre, c'est un système de défense. La duplication, la colonisation, c'est un système de défense du corps. Donc, il a remonté la pelote de l'évolution, puisque rien ne fait sens si ce n'est placé dans l'évolution. Il a remonté cette pelote au niveau du temps, et il est remonté jusqu'au moment où le monde était peuplé d'organismes unicellulaires. Ok. Quand on était une seule cellule, qu'on barbotait dans l'eau, mais toutes les cellules séparément, hein, la cellule qui vivait toute seule, elle avait un seul moyen de défense, et presque plus ou moins une seule action dans sa vie, c'était de se dupliquer. Elle était immortelle. C'est-à-dire, si jamais il y avait un stress qui arrivait, elle avait qu'une seule option, un seul outil, c'était de se dupliquer, de se cloner. Ok ? D'une certaine manière, elle était donc immortelle. C'était une forme d'immortalité. Et puis, il y a 600 millions d'années, donc ça c'était à moins 1,5 milliard d'années, un protozoaire plus ou moins, l'air. Et puis, à environ moins 600 millions d'années, il y a un contrat qui était passé entre toutes les cellules. Les cellules se sont regroupées et disent, bon, c'est bien gentil de se dupliquer, mais on n'évolue pas. On voit bien que toi, Gérard, t'es toujours Gérard. Jean-Pierre, t'es toujours Jean-Pierre. On fait toujours la même taille, on n'est pas plus intelligent.
est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de se mettre ensemble pour augmenter la complexité de nos êtres et voir si on ne pouvait pas devenir plus intelligent, etc. C'est ce qu'elles ont fait. Elles ont passé ce contrat-là. Elles sont devenues multicellulaires. On est devenu un organisme multicellulaire. Faisant ça, passant ce contrat-là de la communauté, devenir une communauté, ben on a un peu abandonné l'immortalité. On dit, bon d'accord, on va devenir plus fort, on va pouvoir transmettre à nos descendants par les spermatozoïdes et les ovaires, par nos cellules qui vont passer d'une génération à l'autre, par l'espèce en fait. On va pouvoir passer des informations et donc petit à petit évoluer et se complexifier pour arriver jusqu'à l'être humain, qui est plus ou moins la forme la plus évoluée de vie sur Terre. Hein. Même s'il fait plein de bêtises, force est de constater qu'on est les seuls à pouvoir donner un pourquoi et un sens à nos actions et à nos réflexions. Mais ce faisant, ben, on va devenir mortel, quoi. Voilà. C'est la beauté de la chose. C'est là où le transhumanisme, le fait de vouloir devenir immortel, etc., réfute tout ce qui fait de nous un être vivant, réfute tout ce qui fait de la beauté de l'humanité. Ce qui donne du sens à la vie, c'est le fait d'être mortel. C'est ça qui est important à comprendre. Donc, plus de complexité, plus de vivant, mais on oublie l'immortalité. Ok, d'accord. Ça se passe comme ça alors. Et ce qui se passe, c'est que ces gènes-là, de la duplication, de l'immortalité, on ne les a pas bazardés, on les a gardés. On les a gardés et ils vont s'exprimer. Et c'est eux qui vont s'exprimer, la duplication, je pense que vous l'avez compris, dans le cancer. C'est-à-dire, si vous exposez l'organisme, donc vous, hein, entre autres, mais ça pourrait être un animal, ça pourrait être un champignon, ça pourrait être autre chose, à une forme de stress. Forme de stress, vous connaissez ma position et vous connaissez à chaque fois qu'est-ce que je mets derrière le mot stress. Irradiation aux ondes. Paul Davies en parle beaucoup. Irradiation aux ondes, tout ce qui est chimique, donc nourriture chimique, pesticides, fongicides, tout ce qui ne devrait pas faire partie de notre environnement et qui rentre dans notre corps, les plastiques, les perturbateurs endocriniens, mais aussi le manque de soleil, le manque de sommeil, les mauvaises émotions, l'angoisse, l'anxiété, tout ça, si vous placez l'organisme sous une forme de stress continu, au début, les cellules vont répondre de manière globale. Okay ? Elles vont répondre de manière... c'est tout l'entièreté du corps qui va répondre d'une certaine manière. Si le stress continue, donc si on ne trouve pas de solution, on va répondre de manière systémique. Système immunitaire, système nerveux, système hormonal, c'est encore une organisation communautaire, mais à plus petite échelle. Le stress continue, on ne trouve toujours pas la solution du problème, ça continue. On passe tout d'un coup à l'individualité. Ben ouais, chaque cellule va se dire, bon ben, là je sens que c'est vraiment le bazar, je veux sauver ma peau. On est au pied du mur, on voit bien qu'on n'arrive pas à trouver la solution, ben, je vais penser à moi et je vais essayer de me sauver. Et c'est là où, arrivant à un temps sous stress qui a vraiment duré, le corps, les cellules, ne vont plus avoir comme outil à disposition que les plus vieux gènes qu'ils ont en eux, et qui remontent au temps de l'unicellularité, si c'est français, et qui sont les gènes du cancer, et qui vont servir à se dupliquer. Ces gènes du cancer, donc arrivés là, les vieux gènes, c'est ce qu'on appelle les oncogènes. Et les oncogènes, ils règlent les cycles cellulaires, les cycles de la vie cellulaire. C'est là où je vous dis, les cellules deviennent immortelles. Et la réparation de l'ADN. Parce qu'on s'est rendu compte, surtout Paul Davies en parle très bien, donc je peux que vous encourager à lire ses recherches, que là, le corps, il va se mettre à faire des mutations. Et c'est logique, hein. C'est-à-dire que l'agression de l'ADN par le stress, on sait que les ondes, les irradiations endommagent l'ADN même, mais le stress oxydatif, le fait de fumer, enfin, on sait que toute la pollution et la malbouffe, tout ça, ça endommage l'ADN en tant que tel. Pour réparer,
le corps il va essayer de créer des mutations qu'on dit hasardeuses, mais qui ne sont pas du tout hasardeuses, qui sont, les Anglais disent random, donc on tente des choses un peu d'une manière hasardeuse, mais il y a une intention, c'est dirigé. Si je reprends l'analogie de l'incendie dans l'immeuble, si vous ne savez pas par quelle fenêtre sortir, il y a un incendie qui se déclenche, vous pensez vous allez chercher une fenêtre qui soit ouverte. On est bien d'accord, qui ne soit pas verrouillée. Donc vous allez tester toutes les fenêtres pour pouvoir sortir en vitesse. Donc il y a une intention derrière ça. Même si c'est hasardeux, bon, vous dites, ouais, dans l'étage, il y a 50 fenêtres, je vais un peu taper au hasard quand je vais essayer toutes les fenêtres. Ok, donc c'est hasardeux, mais il y a quand même une intention. Ce qui serait totalement hasardeux, ce serait de fouiller sous les meubles, ce serait de regarder sous les tables, ce serait de taper dans les murs, ce serait de faire des trucs complètement inconsidérés. Non, ok, c'est hasardeux, mais il y a une intention, c'est dirigé. C'est exactement pareil au niveau des mutations qui sont faites autour des dommages de l'ADN. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais tout ça pour vous dire que les systèmes de défense, l'expression de ces gènes-là, c'est pas du tout farfelu. C'est pas le corps qui se dérégule complètement. Il a une stratégie derrière ça. Une stratégie par rapport au stress qu'on lui inflige. Okay ? Donc les oncogènes, ils sont exprimés quand le temps sous stress devient trop chronique et trop présent. Et c'est là où on va avoir l'apparition du cancer. Pour reprendre, le livre, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de tout ça, de Paul Davies s'appelle The Demon in the Machine. Il est pour l'instant qu'en anglais, mais il y a aussi des conférences sur YouTube qui peuvent aider à revoir tout ce concept-là. Et je vous ai dessiné ici une cellule, donc, avec son noyau et ses chromosomes. Et dans les chromosomes, c'est là où on va trouver l'ADN, les gènes, la double hélice, comme ça, des chromosomes. Et de la même manière que je vous ai montré sur l'autre schéma, la chronologie de l'exposition au stress, on va d'abord utiliser les outils qu'on a acquis dans le développement, dans l'évolution le plus récemment. Donc c'est comme quand je vous ai expliqué le système nerveux avec la théorie polyvagale. On utilise le nerf vague nouveau quand on est face à un problème, un stress. Donc le nerf vague nouveau, sociabilisation, c'est ce qu'on a acquis le plus récemment dans l'évolution. Donc là, on utilise d'abord les nouveaux gènes, les gènes les plus jeunes pour régler le problème. Mais si ça ne marche pas, eh ben on va régresser et on va se tourner vers des gènes de plus en plus anciens. Et ces gènes de plus en plus anciens, ils sont là pour la duplication et la colonisation. Mais vous allez me dire, mais bon sang, pourquoi ils sont encore là ces gènes? S'ils foutent un peu le bazar. Et s'ils datent de quand on était unicellulaire. On n'a plus besoin maintenant qu'on est multicellulaire. C'est une très bonne réflexion. Et pour ceux qui ont fait les stages avec moi, pour ceux qui suivent Vérisme TV depuis un moment, je vous martèle une phrase très souvent qui est en physiologie, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Je prends souvent l'exemple de la thyroïde. La thyroïde, un de ses rôles, c'est de gérer la thermogenèse du corps, c'est-à-dire la production de chaleur à l'intérieur de vous. Si vous êtes frileux ou si vous avez une bonne résistance au froid. Ça, c'est votre thyroïde qui doit en partie faire ce job-là. Si vous n'entraînez pas votre thyroïde en vous exposant régulièrement au froid, elle va prendre des vacances. Elle va plus être entraînée. Donc, elle va s'atrophier et sa fonction de thermogénèse, de fabrication de chaleur, va elle aussi s'atrophier. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. C'est pour ça que je suis si fervent praticien des bains froids, des douches froides, de se découvrir en hiver au maximum, etc. Pour faire de l'espèce de musculation de la thyroïde. C'est exactement la même philosophie. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Mais là, on l'utilise encore. Parce que si cette loi physiologique, ce principe qui est vrai, qui est au sens du vivant et au niveau cellulaire, qui s'applique totalement, si ces gènes-là, on ne les utilisait plus de nos jours, normalement, la sélection naturelle, l'évolution, aurait dû s'en débarrasser. Mais en fait, on s'en sert toujours.
La duplication, on s'en sert dans l'embryogénèse. Ben ouais, quand l'embryon se développe, c'est là où on veut, de la même manière que les métastases, que les cellules se divisent et grossissent pour faire arriver à un bébé et arriver à l'âge adulte. Et on sait très bien depuis 30 ans que les gènes qui sont exprimés dans l'embryon sont les mêmes que les oncogènes, sont les mêmes que les gènes exprimés dans le cancer. On le sait depuis 30 ans. Ce sont les mêmes gènes, donc on en a encore besoin des gènes de la duplication. C'est juste qu'il ne faut pas les activer. Et puis, de la même manière, la colonisation, on sait très bien l'observer, on l'utilise encore dans le système immunitaire. Nos globules blancs ont besoin de ce processus, de cet outil de colonisation, de ces gènes, de la colonisation. Et je vous l'ai très bien expliqué dans les vidéos sur le système immunitaire, où les globules blancs se déplacent jusqu'à la blessure, le lieu où il y a de l'inflammation, et réparent. Donc les globules blancs ont besoin de se déplacer. Ils utilisent aussi la diapédèse, où ils s'aplatissent et ils passent à travers l'épithélium, certaines barrières dans le corps. Donc tout ça, on en a besoin. Donc c'est pour ça qu'on s'en est pas débarrassé. Mais ça fait partie d'un système de défense très archaïque qu'il faut simplement ne pas déclencher. Donc la conclusion de l'histoire, c'est que notre cancer, en fait c'est nous. Notre cancer, c'est notre système de défense le plus vieux. Il ne faut pas lutter contre. Je sais très bien qu'il y a de très bons sentiments derrière tous les levées de fonds, derrière les associations, les ONG, les mouvements où on veut rassembler de l'argent pour la lutte contre le cancer. Mais dans cette sémantique, dans ce choix de mots, il y a vraiment énormément d'erreurs. Il y a vraiment une posture, une philosophie qu'il faut changer, parce que je pense qu'on se trompe de combat. Je pense que si on allouait pas 5 milliards de dollars par an comme aux États-Unis, mais ne serait-ce que 10% de cette somme à la prévention, à replacer l'organisme vivant, l'être humain entre autres, dans son habitat naturel, dans son environnement naturel, il n'y aurait jamais l'expression de ces vieux gènes qui sont vraiment, encore une fois, qu'un système de défense et qui induisent après énormément de problèmes et qui peuvent mener à la mort de l'individu. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup de sincérité, parce que ça a touché mon père que j'ai perdu, ça a touché des membres de ma famille, ça touche des gens que j'accompagne en coaching. Je sais à quel point c'est dur tout ça à entendre, mais il faut arrêter de dire qu'on lutte contre le cancer. Parce que lutter, se battre, vaincre cette saloperie de crabe, il faut arrêter de dire ça. C'est nous. C'est nous. C'est notre responsabilité de changer notre environnement, parce que le vivant est à l'image de son environnement, comme le dirait très bien mon ami Pierre Etchart. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse philosopher sur tout ça. Je vous laisse avec Paul Davies, The Demon in the Machine, pour ceux qui veulent creuser plus loin, pour ceux qui veulent avoir les études scientifiques qui vont avec, toutes les sources de ses recherches. Parce que là, lui, il est inattaquable. Lui, c'est une tête, il a tout sourcé, c'est carré ce qu'il a fait. C'est pas juste un naturopathe comme moi qui émet une théorie, c'est ses propos à lui. Mais ces propos-là, ils rejoignent totalement la belle philosophie, j'ai envie de dire tout simplement du bon sens. C'est clair que si vous prenez une vache qui broute dans un pré et que vous la mettez en haut d'un immeuble, ne vous attendez pas à ce que ça se passe bien pour elle. Ne vous attendez pas à ce que les mêmes gènes s'expriment dans sa physiologie. Et attendez-vous à ce qu'il y ait des dérégulations. Donc il faut se poser les bonnes questions avec nos habitudes, avec tout ce qu'on fait au quotidien, avec ce qui est source d'inflammation, de stress. Et très rapidement, on va se rendre compte que parmi nos habitudes quotidiennes, il y en a beaucoup qui sont dans le rouge. Il y en a beaucoup qu'il faudrait changer. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Si vous aimez mon travail, partagez surtout cette vidéo-là, je pense qu'elle est essentielle. Partagez sur les réseaux, diffusez, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo, commentez. C'est le meilleur moyen qu'on aura de changer les philosophies partout dans le monde. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que la vérité, plus que jamais, elle est déjà en vous.